À un moment, il va même envoyer Annie, une des adolescentes gardées chez lui, chercher un bidon d'essence dans sa voiture. Il va en verser une petite quantité sur son ventre et il mettra le feu au ventre de Elizabeth avec une allumette. Faire extrêmement compliqué. Si jamais vous êtes facilement choqué par ce genre de contenu, conseille de partir. Si jamais vous n'êtes pas choqué et que vous voulez quand même rester, il y a aucun souci, mais faites attention à vous. Et si jamais vous voulez partir à quelconque moment, vous êtes plus que libre de le faire. Prenez soin de vous, c'est le plus important. L'histoire va partir d'un homme en particulier et cet homme il s'appelle Hamida Djamdoubi. Il est né le 22 septembre 1949 à Tunis et c'est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Une grande famille, mais il avait quand même une mère qui était violente. N'oubliez pas ce détail parce que ça va être très important pour la suite de l'histoire. En 1969, il a 19 ans et il décide de quitter la Tunisie pour pouvoir s'installer en France et faire des études de droit. Immédiatement, il est bien accueilli. Les amis diront même que c'est un bel homme, qu'il est jovial, qu'il est fêtard. Au final, il décide d'abandonner ses études de droit pour devenir agriculteur. Il n'a pas réussi à trouver de raison de pourquoi est-ce qu'il a arrêté le droit, mais il décide de devenir agriculteur. Ça se passe plutôt bien, il fait carrière là-dedans. Et 2 ans plus tard, le drame. Alors qu'il travaillait avec un pépiniériste, il y a une de ses jambes qui se fait broyer par un motoculteur. Un motoculteur, c'est une petite machine avec un moteur. Et en gros, c'est pour labourer la terre. Avant qu'il soit envoyé en urgence à l'hôpital, ce sera sur place qu'il se fera littéralement amputer la jambe. Et une fois qu'il est à l'hôpital, pendant qu'il est en convalescence, c'est là qu'il rencontre Elizabeth Bousquet. Elle a 18 ans et les deux se rencontrent parce que son père, il partage la même chambre que Hamida. Évidemment, ils commencent à faire connaissance, ils se fréquentent ici et là, des petits bisous, on se tient la main et ils finiront par se marier. Le bonheur des jeunes mariés ne sera que de très courte durée parce que à cause de l'accident, Hamida il a commencé à développer un esprit de vengeance. Il en veut à tout le monde, il déteste le monde entier, mais il en veut surtout aux femmes. Je rappelle que sa mère elle était extrêmement violente. En plus de ça, vu qu'il a perdu sa jambe, il souffre de douleurs fantômes, il prend des lourds médicaments qui mélangent avec l'alcool. Il commence à être violent avec Elizabeth et en plus d'être violent avec elle, il la force à se prostituer. En 1973, il l'oblige à avoir des relations sexuelles tarifées avec 8 autres hommes. En mai 73, c'est là qu'elle décidera de porter plainte contre lui pour proxénétisme et il sera poursuivi et condamné à plusieurs mois de prison. Suite à ça, du coup, il va forcément garder en lui cette haine contre Elizabeth et il s'est juré que si jamais un jour il la retrouverait, il se vengerait. Donc au final, il purge sa peine. Il va finir par sortir de prison et c'est la même année qu'il va commencer à fréquenter 2 adolescentes, Annie et Amaria, à qui il va aussi imposer de se prostituer. Et à un moment, il finit par le recroiser, 1 an plus tard, complètement par hasard, dans Marseille, et il arrive à la convaincre de la suivre jusque chez lui. Le 3 juillet 74, elle sera frappée à coups de bâton et de ceinture. Elle sera aussi violée, elle sera brûlée sur certaines parties de son corps, notamment sur ses parties génitales et sur sa poitrine, et ça pendant plus de 3 heures. Il va aller jusqu'à introduire un bâton dans certains de ses orifices. À un moment, elle va même carrément demander à boire, et lui, au lieu de lui accorder un verre d'eau, il va uriner dans un verre et il va la forcer à boire. Il va même envoyer Annie, une des adolescentes gardées chez lui, chercher un bidon d'essence dans sa voiture. Il va en verser une petite quantité sur son ventre et il mettra le feu au ventre de Elizabeth avec une allumette. Une fois qu'il en a marre de torturer Elizabeth, c'est en fin d'après-midi qu'il va décider de l'achever en compagnie de Annie et Amaria. Ils vont partir dans un cabanon abandonné en campagne à quelques kilomètres de Marseille. C'est alors que Hamida il va étrangler Elizabeth et c'est cette nuit qu'elle lâchera son dernier souffle. C'est donc le 3 juillet 1974 que Elizabeth s'éteindra seule, nue, et en plus de ça torturé pendant 3 heures juste avant. 2 semaines plus tard, Hamida il va recueillir une ado en fugue de 15 ans qui s'appelle Ouria. De base, Ouria elle habitait dans un foyer pour jeunes et elle a décidé de fuir ce foyer pour jeunes pour rejoindre sa famille. En gros, c'était le dernier enfant de sa famille et ses parents ne voulaient pas la reconnaître, ses parents ne voulaient pas s'occuper d'elle, donc ils l'ont juste tout simplement abandonnée et ils l'ont forcée à aller dans un foyer pour jeunes. Elle a décidé de fuir le foyer pour jeunes, elle a fait du stop sur l'autoroute, elle a marché plus de 20 km pour pouvoir retourner à Marseille, pour pouvoir retrouver ses parents en fait tout simplement. Donc elle arrive chez elle, elle toque encore. Elle arrête pas de toquer et elle toque tellement que il y a la voisine de Ouria qui va sortir et qui va lui demander qu'est-ce qu'elle fait là. Du coup, Ouria elle demande où est-ce que ses parents sont et les parents de Ouria sont partis. Ils sont retournés en Algérie et ils l'ont abandonnée en France sans la prévenir, sans rien lui dire. Donc elle va rester pendant 2 heures sur les escaliers qu'il y a dans son hall d'immeuble jusqu'à accepter le fait que là elle est toute seule donc il va falloir qu'elle se démerde. Donc elle commence à partir, elle marche au niveau du port de Marseille, elle va s'asseoir, elle est sale, elle a même pas de chaussures, elle a fait ses 20 km à pied, elle a les cheveux complètement emmêlés, elle ressemble à rien, elle a de la poussière partout. Et Annie et Amaria quand elle voit ça, elle s'approche, lui propose de l'eau, elle commence à sympathiser un petit peu avec elle et elles lui disent mais si jamais tu veux venir chez nous, prendre une douche, prendre quelque chose à boire, à manger, tu peux venir avec nous. Mon cousin viendra nous chercher. Et puis t'inquiète, comme ça nous on s'occupe un petit peu de toi le temps que t'arrives à te remettre sur pied en fait, tout simplement. Elle arrive chez Hamida. De base, était censé être le cousin de Annie et Amaria. Elle mange un peu, elle prend sa douche et quand elle sort, elle demande où sont ses vêtements. Et Hamida
Il la regarde avec vraiment les yeux complètement fermés, de la noirceur dans le regard. Le genre de regard qui t'active en toi ce truc où tu sais que tu dois soit te battre, soit fuir, parce que tu sais que là t'es en danger. Amida, elle lui tend un peignoir, elle met le peignoir, et au début, ça va. Amida, il lui fait rien, il ne lui fait pas de mal. Et c'est au bout de la 3e nuit qui commencent les tortures, les viols et la séquestration. Un jour, elle pensera à s'enfuir pendant qu'ils sont en train de boire un verre dehors, sauf que la peur la paralyse complètement. C'est un endroit où en gros il y a des cailloux, il y a des petits bars derrière, eux ils se posent sur les cailloux, Amida il se lève, il laisse du coup Annie, Amaria et Ouria toutes les 3 seules, ils se lèvent pour aller commander quelque chose à boire, ils leur demandent même pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elles veulent boire, c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment ce contrôle qu'il a contre elle, et c'est à ce moment là où Ouria elle se dit qu'elle devrait fuir, qu'elle devrait se lever et qu'elle devrait juste hurler, sauf qu'elle elle est tétanisée de peur, elle peut pas bouger, elle ose pas bouger, elle se dit que si jamais elle fuit et qu'il la rattrape, mais ça va être encore pire. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas fuir, et à un moment, quand il s'apprête à partir, Amida il va même carrément lui montrer un espèce de petit recoin à Marseille, une rue un peu sombre, et quand il passe à côté de ça, il attrape Ouria par l'épaule et lui dit quand tu seras prête, c'est ici que tu iras travailler. En gros, pour lui dire, une fois que tu seras prête, c'est ici que tu seras forcée d'aller te prostituer. On est maintenant le 9 août 74. C'est un petit peu plus d'1 mois après que Ouria soit arrivée, et elle arrive enfin à convaincre Amaria d'aller porter plainte pendant que Amida s'était absentée. Ouria, elle voit que Amida il est parti de l'appartement, et d'habitude il ne part jamais de l'appartement. Et là, Ouria elle remarque que Amida il est parti. Au bout d'1 heure, il revient pas. Au bout de 2 heures, il revient pas non plus. C'est à ce moment-là où elle se dit, ok, c'est ma chance, c'est maintenant ou jamais. Elle ouvre la porte très doucement, avec le cœur qui bat littéralement à 1000 à l'heure, parce qu'elle se dit qu'à tout moment il peut revenir. C'est à ce moment-là où, sans même attendre à Maria qui était juste derrière elle, elle court le plus vite possible, qu'à arriver au commissariat le plus proche. Et quand elle arrive, elle demande à voir le commissaire personnellement. Elle voyait qu'il y avait bien les autres officiers qui lui disaient non mais tu peux nous dire qu'est-ce que t'as à nous dire. Elle disait non, je veux voir le commissaire, faites-moi venir le commissaire, je veux le voir dans son bureau, faut prendre rendez-vous pour voir le commissaire, c'est pas possible. Et elle était tellement insistante, elle a tellement pas lâché l'affaire, elle a fini par voir le commissaire. Et au début le commissaire il la croit pas, c'est sûrement un mensonge, t'es sûrement juste une ado en fugue qui dit ça, qui est sûrement en manque d'attention. Et elle continue, elle lui dit non mais si, je vous assure de ce qui s'est passé. Il essaye de vraiment juste lui tirer la manche en train de lui dire croyez-moi, c'est sa chance, c'est maintenant ou jamais, il faut absolument qu'elle arrive à convaincre le commissaire. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle lui raconte ce qui s'est passé à Elisabeth. Parce que évidemment, Amida, pour lui faire peur, lui a raconté ce qu'il a fait à Elisabeth, pour pouvoir lui mettre en tête que justement, ce qu'il a fait à Elisabeth, il pourrait très bien lui faire à Ouria, histoire que justement l'emprise psychologique soit encore plus forte. Et là, le commissaire, quand il entend ça, c'est là que ça commence à lui donner la puce à l'oreille. Parce que justement, il a retrouvé il y a pas longtemps le corps d'une jeune femme qu'ils ont pas encore réussi à identifier. Évidemment, dans sa tête, il fait le rapprochement entre les deux et se dit ok, il faut effectivement qu'on aille faire une perquisition et qu'on aille retrouver cet homme. Et le commissaire ira même carrément jusqu'à la forcer, Ouria, à retourner dans l'appartement dans lequel elle était séquestrée depuis déjà 1 mois pour on sait pas la raison. Elle-même, elle le dit dans un podcast où elle raconte sa captivité. Elle ne sait elle-même pas la raison de pourquoi est-ce que le commissaire l'a forcée à retourner dans cet appartement dans lequel elle a subi les pires choses en fait. Elle retourne dans l'appartement avec énormément de gendarmes. Tous les gendarmes vont évidemment faire attention de bien retirer tout ce qui était les bâtons. Il y avait des fils électriques aussi. Ils vont même faire attention de retirer la harissa parce que Ouria elle racontera qu'il l'a agressée sexuellement avec de la harissa. Amida finit par revenir dans l'appartement. Les gendarmes finissent par l'arrêter. Et après ça, Ouria, elle sera emmenée en garde à vue. Parce que vu que c'est une jeune fille qui a été abandonnée par ses parents, qui de base est censée être en foyer, ils savaient pas quoi faire d'elle. Donc ils l'ont emmenée en garde à vue et elle était enfermée dans une cellule. Et c'est pas comme si elle était enfermée dans une cellule avec parfois accès à des psychologues ou même parfois accès à certains gendarmes qui viennent la voir pour s'assurer qu'elle va bien. Non, elle était vraiment en garde à vue. Fallait qu'elle demande pour avoir de la nourriture. Elle était vraiment traitée comme une criminelle alors qu'elle venait littéralement de subir les pires abus. Et c'est le 24 février 1977 que le procès de Hamida John Boudi débutera. Il a littéralement 28 ans. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est jeune comme âge à avoir pour commettre ce genre de crime. Le 8 novembre, il acceptera de faire une reconstitution avec la police, pensant que ça aiderait son jugement. Il retournera sur le lieu où il a assassiné Elisabeth. Il va leur expliquer absolument tout ce qu'il a fait. Et l'avocat général, lors de ce procès, il décrira Hamida comme étant un homme voué au mal, avec une âme démoniaque, toute orientée vers la souffrance. Ses avocats tenteront quand même de le faire éviter la peine de mort en faisant perdre du temps au procès, puisqu'ils savaient que celle-ci, elle serait abolie dans très peu de temps. Il tentera même d'obtenir une grâce présidentielle de la part du Giscard d'Estaing. Évidemment, celle-ci, elle sera refusée. Son exécution, elle sera avancée au lendemain. Donc le lendemain, à 4h du matin, il est emmené dans la cour de la prison des Baumettes, prison dans laquelle il purgeait sa peine. On va l'autoriser à fumer quelques cigarettes. On va même lui tendre un dernier demi-verre de rhum qu'il va boire très lentement. Parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'il a fini sa dernière gorgée, c'est à ce moment-là où il va être obligé d'être exécuté. Il s'agenouille, il sera exécuté par Marcel Chevalier à l'aide de la guillotine. Et c'est ce jour-là que le dernier homme en France sera exécuté
à la guillotine. Puisque, évidemment, la peine de mort serait abolie le 9 octobre 81 par Mitterrand. C'était extrêmement compliqué à vous raconter, c'était vraiment pas fun, c'était pas rigolo. Au moins, vous êtes au courant de l'histoire du dernier guillotiné en France qui s'est fait guillotiner dans les années 70. Si jamais vos parents ont plus de 50 ans, ils étaient vivants lorsque la dernière personne en France s'est fait guillotiner. Et du coup, ça laisse quand même ce débat éternel de est-ce que il faut que la peine de mort existe encore en France. D'un côté, tu te dis, quand c'est des monstres pareils, méritent littéralement de mourir, tu peux pas les laisser encore en liberté, tu peux pas les autoriser à encore exister dans notre société. Mais en même temps, est-ce que c'est pas mieux de les forcer à rester en prison pour qu'ils passent le restant de leur vie, forcés de réfléchir aux crimes qu'ils ont commis?